Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que, Sybille, j'ai entendu, mais presque pas ce que vous disiez, mais je crois que j'ai compris l'ensemble. Ça va très bien. On vous entend très bien, Laurent. Ah, parfait, ok. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, je voudrais dire mes excuses à l'Assemblée pour ne pas avoir pu être présent, et c'est bien contre ma volonté. La deuxième chose, c'est que je regrette de ne pas avoir entendu les interventions dont j'ai vu l'ensemble des titres. Mais j'écouterai attentivement les enregistrements. Linda Branco m'a très aimablement fait savoir qu'on pourra consulter. Et troisièmement, je voudrais évidemment remercier François Julien et les organisateurs, Linda Branco, François Livonnet, pour leur amabilité d'avoir permis cette présence en situation d'absence regrettée, mais j'espère que vous sentirez de la réelle présence. Le thème que j'ai proposé d'esquisser ici est un thème que je présenterai le 20 avril dans le cadre des interventions sur la décoïncidence. Et donc, je ne vais pas évidemment anticiper sur le contenu et les 10 minutes ne le permettent évidemment pas. En revanche, ce que je vous propose de faire sur le thème qui est décoïncider des études de genre, c'est de proposer quelques éléments de problématisation de la question, d'abord, et de témoigner ensuite en tant que professeur. Sybille l'a évoqué un instant, j'enseigne à l'ESSEC et je donne des cours de philosophie et de gestion, mais également donc des cours alors de philosophie politique, et il y a un cours que je donne sur les genres. Donc je propose de témoigner de ce qui est en train de se passer dans ce cours qui s'intitulait il y a pas mal de temps un cours sur femmes et hommes. Et il est devenu, le terme de genre a été introduit. Je ne l'ai pas créé seul. Je l'ai créé avec des collègues femmes et hommes. Et son évolution est sur certains points préoccupante. Donc voilà ce dont je voudrais témoigner. Donc deux moments. Premièrement, un élément de problématisation de la question. Le dernier ouvrage que j'ai publié s'intitule Phénoménologie des sexualités. Il y a un sous-titre, mais je m'en tiens ici à Phénoménologie des sexualités. Et je voudrais rappeler quelque chose de très troublant. Assez récemment, une professeure, donc une collègue de celles et ceux d'entre nous qui sont professeurs, à l'université du Sussex, a été obligée ou amenée à quitter l'université. Il s'agit de Kathleen Stock. Elle a été amenée à quitter l'université parce qu'elle a tout simplement dit que nous n'avons pas simplement un genre, mais que nous avons un sexe. Et les étudiants ont estimé que c'était une forme de ségrégation contre l'idée de transsexualité et l'ont tant harcelée qu'elle a fini par décider de quitter le poste. Ça, c'est il y a quelques mois, je ne sais pas si vous avez vu passer l'information. Donc il y a une situation très tendue. Et en ce moment, on peut s'apercevoir que les revendications de liberté d'orientation sexuelle, qui sont totalement légitimes, moi je trouve en tout cas, deviennent non pas des revendications de liberté, mais sont remplacées par des revendications d'identité. Et ces revendications d'identité sexuelle sont potentiellement le contraire exact de ce que pourrait être une liberté sexuelle véritable. Et ce qui est très troublant, c'est que on parle d'identité sexuelle pour des personnes de plus en plus jeunes, éventuellement préadolescentes. Alors que l'on sait, mais ça Nicolas Schwalb le sait bien mieux que moi-même évidemment, mais qu'au moment de l'adolescence se jouent des dynamiques extrêmement importante pour la structuration d'une personnalité. Et donc, ce qui est très troublant, c'est qu'on est dans une revendication d'identité de plus en plus jeune. On peut évidemment, avec peu de risque d'erreur, faire l'hypothèse qu'il y a une responsabilité des générations précédentes. C'est-à-dire que les générations de plus en plus jeunes sont concernées par ces questions et peut-être pas accompagnées comme il le faut par les générations qui précèdent. Aussi difficile soit l'accompagnement, on est précisément dans un contexte, en parlant de décoïncidence, François Julien nous avertit suffisamment de la difficulté de faire décoïncider les choses, mais malgré tout, je pense qu'on peut dire qu'il y a une forme de responsabilité des générations qui précèdent auprès des générations jeunes pour
pour s'efforcer de faire poser correctement les questions, dont la question de ce que signifie une identité. Le deuxième point que je voudrais faire remarquer dans cette problématisation de la question, c'est que le phénomène auquel on assiste sur la question des genres n'est plus du tout un phénomène local ou concernant simplement les pays développés, etc. C'est un phénomène massif et c'est un phénomène mondial. Pour ma part, mon attention avait été attirée sur la question il y a fort longtemps quand une femme s'exprimait à ce propos dans les Chiapas, disant que la question du gouvernement du commandant Marcos était secondaire par rapport à la question des femmes. Elle était pourtant militante auprès du commandant Marcos. Ça fait bien longtemps déjà. Le troisième point que je voudrais souligner, mais je viens de l'évoquer déjà, c'est qu'il y a exacerbation de la question. Et cette exacerbation, malheureusement, devient une forme potentielle de radicalisation. Alors, pas nécessairement du côté de la revendication des études de genre et de ce qu'elles drainent comme enjeu, quoique, mais du côté, évidemment, des réactions violentes contre la revendication de libération de ce que signifie le genre et des orientations sexuelles. Et donc, des mouvements LGBT, etc., etc. Donc, il y a une tension qui s'exacerbe et qui est problématique. Ce que je voudrais en déduire dans cette première problématisation, je crois que le temps file, je vais accélérer. En tout cas, ce que je voudrais en déduire, c'est qu'il y a une irréductible relation entre études de genre, sexualité ou questions sur les sexualités et politique. On n'est plus devant une question de mœurs, on n'est plus devant une question de choix d'orientation sexuelle, on est devant une question qui se politise, au sens fort du terme. Elle devient une question collective de fond, avec malheureusement les tensions que je viens d'évoquer qui s'exacerbent, mais en tout cas on est sur une question politique. Et je pense qu'on peut dire que la question de la sexualité a toujours été une question politique, et pas seulement morale du tout. Elle a toujours été une question politique, ne serait-ce que parce que la reproduction des communautés humaines a été archaïquement et peut-être toujours un enjeu politique. Voilà pour la problématisation de la question. Le témoignage du professeur que je voudrais vous proposer, c'est un témoignage donc d'un professeur qui enseigne avec d'autres collègues un cours sur les genres et qui voudrait faire réfléchir les étudiants sur la question. Le souhait de faire réfléchir les étudiants sur la question est de plus en plus important, tant l'irréflexion qui monte est problématique. 3 points peut-être de méthode avant de vous parler un petit peu du contenu et de la manière dont, pour ma part en tout cas, je tente d'aider les étudiants. J'indiquerai sur quel thème les collègues qui travaillent avec moi travaillent. 3 points de méthode d'abord. Voyant la manière dont les étudiants ne réfléchissent pas au contenu véritablement, en fait, ils luttent, ils sont en lutte et non pas en réflexion, même dans le cadre d'un cours qui veut les aider à approfondir la problématisation de la question des genres, des sexualités et de ce qu'elles drainent comme enjeu. Ils sont en lutte et il m'arrive à leur première proposition d'essayer de leur ouvrir les yeux en leur disant « Méfiez-vous, il y a des manières stéréotypées de lutter contre les stéréotypes. » Mais c'est quelque chose qui passe de moins en moins, ils entendent les mots mais pas la chose. Et leur posture est de plus en plus adossée à la notion de cancel culture, c'est-à-dire, on le sait tous, la culture qui voudrait éliminer la mémoire du passé parce que, par exemple, c'est un passé colonial. Et dans cette tendance à vouloir éliminer la mémoire du passé, il y a aussi le souhait, la revendication de la non-contradiction. On ne doit pas être contredit. Ce qui devient très puissant actuellement comme mouvement collectif aux États-Unis. Alors, j'en viens sur ce plan, on en a parlé, Sybille et moi-même, avant que j'intervienne, à la notion de complexité, qui d'ailleurs a été évoquée tout à l'heure par Pablo Jensen. Je travaille dans le cadre d'une chaire de la complexité, dans le cadre de l'ESSEC. La chaire est en transition vers d'autres formes maintenant, mais avec Edgar Morin, ou à partir des travaux d'Edgar Morin, je trouve très intéressant de problématiser la notion de complexité en accordant son importance au besoin de simplicité, qui est aussi notre besoin humain, mais pour les traduire dans les termes de coïncidence et décoïncidence de François Julien, je crois qu'il est intéressant de noter que il est sain ou légitime de vouloir vivre dans un milieu qui coïncide, mais c'est très problématique quand on ne décoïncide plus jamais. Et quand on ne décoïncide plus jamais, on n'est plus dans la simplicité, on est dans le simplisme.
Et c'est ça qui est en train de se passer à partir des études de genre. Alors, je ne sais plus très bien, je crois avoir repéré que je devrais déjà m'être arrêté. J'indique très très simplement que ce que je tente de faire pour ma part, c'est de donner un regard historique sur les études de genre aux étudiants, de leur faire apercevoir qu'il y a un passé des études de genre et que les études de genre expriment une revendication de liberté légitime, mais la notion de liberté, elle a un historique, elle n'a pas toujours existé et pas toujours été affirmée comme telle. J'ai l'impression qu'il faut que je m'arrête, mais je vous avoue que je n'ai pas regardé l'heure exactement. Encore 5 minutes. Ah, mais parfait, dans ce cas-là... Crédit accordé directement par François Julien. Ah, mais François Julien, merci beaucoup à vous, et doublement. Alors du coup, je rentre un tout petit peu dans le détail de ce que je propose. La posture de la cancel culture fait que les étudiants répugnent un peu à faire ce que je vais vous indiquer maintenant, qui est de faire un retour à l'historique de l'émergence de la notion de liberté. Ils veulent bien le faire dans le cadre de cours qui portent sur la complexité, sur l'histoire de la philosophie politique, sur l'éthique. Mais quand c'est sur les études de genre, ils n'ont pas très envie de le faire. Je le fais quand même. J'en joue le rôle. Mes autres collègues travaillent sur les genres eux-mêmes. Un collègue historien remarquable, Martial Poisson, des collègues au sein de l'ESSEC qui problématisent des questions des rapports des études de genre au travail, etc., par rapport au leadership, etc. Mais pour ma part, ce que je tente de proposer, c'est un regard sur l'historique. Et je leur dis, il faut absolument que vous compreniez d'où viennent les études de genre. Les études de genre suppose que nous avons un corps et nous ne sommes pas un corps, nous avons un sexe et nous ne sommes pas un sexe, donc en particulier, nous ne sommes pas réductibles au sexe que nous avons, nous pouvons nous en déloger de ce sexe, décoïncider du sexe anatomique, et ça, cette décoïncidence, elle a une histoire. Il n'a pas toujours été pensé que nous avons un sexe, il a parfois été pensé, en particulier pour les femmes, qu'elles sont un sexe, et c'est évidemment inacceptable. Et donc cette liberté croissante, elle a un historique, et je tente de la leur présenter, et je la leur présente, et ce sera mon dernier point, au travers d'une présentation évidemment sommaire, mais problématisée, de l'histoire de la philosophie politique en 2 temps en quelque sorte, et je problématise l'avènement de la pensée politique moderne à partir du geste de Hobbes, qui consiste à présupposer un état pré-politique des humains, où le corps n'a pas d'importance signifiante, c'est le moins que l'on puisse dire. Les humains, au sens pré-politique de Hobbes, sont très proches de l'homo economicus, c'est-à-dire d'individus libres, égaux entre eux, rationnels, pour qui l'âge, le sexe, l'origine ethnique n'ont aucune importance. Et ça, cette anthropologie, on pourrait dire moderne, et en tout cas qui est l'anthropologie sous-jacente à la vie économique et aux sciences de gestion, heureusement libère la possibilité des égalités de sexe, des égalités entre générations, ou en tout cas du traitement correct des enfants, et des égalités d'origine ethnique, et en dépassant la domination qui malheureusement a bien eu lieu des Blancs sur les autres origines ethniques, etc., par exemple. Maintenant, le problème de cette anthropologie, c'est qu'elle n'est hors sol, en quelque sorte. On a parlé de terrain, Pablo Jensen y est revenu. J'ai bien entendu le renvoi à ce que François Julien vous en dit, du terrain, effectivement, qui me paraît essentiel. Et le terrain de nos vies est, quoi qu'on en ait, notre corps. Notre corps que nous avons, que nous sommes aussi. Mais nous ne faisons pas que l'être, nous l'avons aussi. Nous savons nous en détacher. La pensée classique, on le sait très bien en règle générale évidemment, mais je crois que tout le monde n'est pas philosophe ici, mais c'est très connu, elle est adossée à une affirmation très fondamentale d'Aristote qui dit « L'homme, au sens générique du terme bien sûr, est un animal politique ». Or, la première entité chronologique, non pas logique, mais chronologique de la vie politique, dit-il, Aristote, c'est la famille. Et la famille composée de quoi? Eh bien, d'un homme et d'une femme qui peuvent se reproduire. À l'époque, il n'y a évidemment pas les technologies qui nous permettent de nous reproduire sans relations hétérosexuelles fécondes. Donc, il faut des relations hétérosexuelles fécondes. Maintenant, nous pouvons nous reproduire avec des relations hétérosexuées fécondes, médiatisées par les technologies. Mais donc, je tente de mettre en relief
ces deux manières d'approcher l'humain, animal politique d'un côté, relation hétérosexuelle féconde, symboliquement chez Aristote, et donc on peut dire là le sexe joue un rôle capital. L'anthropologie, considérant que l'humanité est faite d'individus libres égaux entre eux de l'autre, et donc on pourrait dire le genre est à la pensée politique moderne, ce que le sexe est à la pensée politique classique. Et évidemment, la conclusion, c'est qu'on ne comprend rien si on s'isole dans l'un ou l'autre des aspects, et qu'il faut embrasser les deux pour se rapporter à la vraie vie, au sexe et au genre à la fois. Et tant que je ne serai pas licencié de l'ESSEC parce que j'ose dire qu'il y a un sexe autant qu'un genre, je continuerai à tenter d'enseigner ce que je viens de vous évoquer. Voilà, je propose de m'en tenir ici. Là, je crois que je suis à la limite du temps. Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Encore une fois, mes excuses d'une intervention à distance.